Un micro. Chers amis, nous sommes donc le 4 juin 2020 et c'est aujourd'hui la journée internationale des enfants victimes d'agressions mise en place par l'ONU depuis 1982 et c'est avec Miguel Hueto que nous allons en débattre en ce jour. Miguel Hueto, je vous le rappelle, est juriste de formation. Et comme chaque année, chers amis, nous attendons que la lutte contre les violences faites aux enfants soit enfin une priorité des pouvoirs publics, qu'elle soit reconnue comme un problème majeur et urgent de santé publique, que des mesures ambitieuses et un effort exceptionnel en termes de moyens humains et financiers soient mis en place, que le président de la République, parce qu'après tout part et revient à lui, que le président de la République et les membres de son gouvernement s'engagent à une mobilisation sans précédent pour protéger chaque enfant de par le monde contre ces différentes agressions-là, que ces enfants-là, que leurs droits puissent être respectés. On attend toujours, et c'est avec Miguel que l'on attend encore aujourd'hui. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Natacha, bonjour aux amis téléspectateurs. Miguel, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir renouvelé. Personnellement, je suis assez fatiguée de parler de cette journée-là, parce qu'il faut dire que depuis 1982, on en parle et il semblerait que rien n'avance véritablement. Vous n'êtes pas plus fatigué que nous, mais comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Bien que ça semble redondant chaque année, nous sommes obligés de revenir là-dessus parce que rien ne bouge véritablement, ou plutôt on a l'impression que rien ne bouge véritablement. Ceci peut être dû à différentes questions parce que, comme vous le savez, le changement de comportement, on ne cessera jamais de le dire, ne s'opère pas du tic au tac, encore moins la mise en place d'un certain nombre de politiques et programmes dans les différents pays pour permettre aux enfants de pouvoir jouir avec sérénité de leurs droits. Nous sommes au Bénin, qu'ils vous souviennent qu'en 82, le contexte dans lequel cette journée a été instituée avait beaucoup plus trait à une circonstance de guerre, donc de conflit armé entre la Palestine et l'Israël. Il est vrai que le Bénin n'est pas en guerre dans le sens militaire ou dans le sens formel, mais les agressions de tout type continuent à être perpétrées contre les enfants. Les agressions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient morales, qu'elles soient psychologiques, et donc toutes les formes d'agression possibles continuent d'être infligées à nos enfants. La question, encore une fois, pour nous est de savoir qu'est-ce qu'il faille faire. Qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on n'a pas su faire. Pour moi, c'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire et qu'on devrait faire. Et qu'on devrait faire désormais pour changer la donne. Oui, alors à cette question, avez-vous une réponse? Est-ce qu'on a une réponse formelle? Non, on n'a pas de réponse formelle, mais on peut déjà se réjouir des avancées qu'on observe. Nous en avons des avancées quand même? Oui, qui vous souviennent qu'au Bénin aujourd'hui, nous avons une ligne d'assistance aux enfants qui existe. Et ça, qui est fonctionnelle. Comparativement à beaucoup d'initiatives de par le passé qui au début prennent, mais avec le temps s'estompent. On espère que ça va, dans la durabilité, nous aurons ce qu'il faut. Mais notez aussi qu'il y a un cas qui défraie la chronique depuis quelques jours. Ce petit garçon dans la commune d'Abo-Mekalavi, victime de maltraitance, qui s'est retrouvé à l'hôpital de la mère et de l'enfant en soins depuis quelques jours. Et nous avons vu, comme vous, sur vos chaînes, sur les antennes, l'implication personnelle du numéro 1 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est une action à saluer, c'est une dynamique à saluer, mais ça semble comme une goutte d'eau dans la mer. Pourquoi? Parce que ce petit garçon n'est que, on va dire, le représentant de tous ces milliers d'enfants béninois qui souffrent de maltraitance au vu et au su de tous. Nous parlons de coronavirus depuis quelques mois. Observez un peu le long de nos routes. Toutes les autorités de ce pays
chaque matin, chaque soir, quand elles vont au boulot et quand elles rentrent chez elles, croisent des enfants de moins de 18 ans. Parce que les enfants, encore une fois, il faut le rappeler, ce sont des personnes humaines de sexe masculin ou féminin dans notre contexte qui aient moins de 18 ans. Donc, il ne se passe de journée où vous ne les croisez avec des masques à la main. Qui crient, qui vendent dans la sauvette, parfois en se mettant même en danger. Mais véritablement, depuis ce temps, j'avais espéré que quelque chose soit fait par rapport à cette situation de façon précise. Mais jusque-là, je n'observe rien. Peut-être qu'il va falloir qu'on attire l'attention des autorités sur la chose. Et parfois, vous remarquez que les attroupements d'enfants qui vendent ces masques-là se font non loin des petits postes de nos agents de la police républicaine. Vous posez la question de savoir si ça se passe ainsi. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Voilà, pourquoi ne réagissent-ils pas? Au-delà de ça, notez que, par exemple, nous avons connu récemment les élections communales et municipales. Et vous avez vu que certains enfants ont été exposés dans des classes très exposées parce qu'on serait allé les entretenir sur la maladie et leur donner des conseils. On a vu leurs images avec des logos de partis politiques circuler. Je pense que ce n'est pas des choses de nature à garantir la sécurité de nos enfants. Et même dans les regroupements qu'on a pu observer sur le terrain pendant la campagne électorale, aucun respect, j'allais dire, des normes prescrites par certains candidats, par certains ténors. Et dans ce lot de personnes qui sont amassées, réunies, souvent, vous avez vu des enfants. Et à la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. On n'a même pas levé le petit doigt. C'est-à-dire même pas un communiqué pour décrier la chose. Et tout le monde circule normalement. Vous vous demandez si on est toujours dans un pays... de droit. Le droit des enfants, voilà, quand même est respecté. Où le droit lui-même, il est respecté. Et mieux, observer un peu tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez vu, récemment, on était dans la période de carême pour les musulmans, pour nos amis musulmans, envers qui je n'ai aucun grief d'ailleurs. Mais dans cette période, si vous avez eu la chance de faire un tour dans le Septentrion, dans le Borgou, dans la Takora, et même dans le Zou, à certains endroits, vous auriez dû remarquer que les enfants dits talibés, donc les enfants qui, pendant cette période, sont envoyés dans les ruelles, dans les rues, pour aller commander. Ces enfants ont continué normalement cette besogne-là, sans aucune protection. Pas de masque, pas de gel, sans chaussures, rien. Vous voyez à quel point ils ont été exposés. C'est la preuve que on tend vers une certaine banalisation de la chose. Ça n'émeut pratiquement plus personne. Je garde l'espoir tout de même que ça va changer. À quand? Franchement, j'ai du mal à vous situer dans le temps. Alors, comme vous dites, ça va changer, moi j'ai plutôt envie de vous dire, ça va changer, on se le dit depuis 1982. C'est vrai que quand on vous écoute, il y a quand même quelques efforts qui sont faits, mais comme vous l'avez dit une fois de plus, ces efforts-là sont un petit peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Et cela m'inquiète, surtout aujourd'hui, quand je tiens compte, on en parlait en off tout à l'heure, du phénomène qui se passe de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Je parlais de ces enfants, comment on les appelle déjà, les microbes en griffe. Désormais, on ne les appelle plus comme ça, chers amis. Je pense qu'il y a une nouvelle expression. Mais pendant longtemps, ils ont été appelés enfants microbes. Il s'agit de ces enfants-là qui ont été victimes de plusieurs agressions et qui, d'une façon ou d'une autre, ont soit été au front, l'arme à la main, et donc ont tué pas mal de gens. Et même après ces différentes guerres, ces différentes crises, continuent quand même d'être de véritables dangers pour eux-mêmes d'abord et pour la population. Vous savez, le véritable danger, ou ce qu'il faille relever, c'est que les enfants, ils sont amenés parfois à commettre à poser des actes qui, on va dire, ne nous honorent pas en tant qu'adultes. Parce que quand vous fouillez un peu, vous vous rendez compte que nul n'est méchant volontairement. Et ces enfants, soit, une histoire. Voilà, ils ont tous une histoire qui est spécifique à chacun d'entre eux. Et
soit c'est la pauvreté, parce que papa et maman, ou papa ou maman, dans cet élan de se donner du plaisir à volo, sans aucun contrôle. J'aime bien la façon dont vous le dites. Sans aucun contrôle, où on met au monde plusieurs enfants sans avoir vraiment les ressources qu'il faut pour pouvoir prendre soin de ces enfants-là. À un moment donné, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont obligés d'aller dans la rue. Les amitiés qui ne sont pas toujours saines peuvent les conduire vers des destinations ou des comportements qui ne sont pas honorables. Mais au finish, les premières victimes, encore une fois, ce sont eux, les enfants. Parce que quand ils en viennent à devenir des fléaux dans la société, ils sont plus acceptés par la famille, ils sont rejetés par leur propre famille, ils sont rejetés par la société. Ils savent plus à quel sens se vouer, ils deviennent davantage un danger pour la société. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour en revenir à notre contexte béninois, parce qu'on vous dira toujours, oui, le Bénin est un pays de paix, on n'a pas connu de conflits et tout. Et pourtant, nous avons quand même de ces enfants-là ici aussi. Hein. Même si on ne les appelle pas microbes, il y a quand même des enfants qui ont subi de véritables abus et qui, quelque peu, constituent un danger pour eux-mêmes et également pour la population. Tout à fait. Je vous rappelle quelques faits pour montrer que même si les armes ne crépitent pas toujours chez nous, il y a quand même des situations qui mettent les enfants dans une certaine vulnérabilité ou qui accroissent leur vulnérabilité. 1er et 2 mai 2019, tout ce qui s'est passé dans le pays, sur toute l'étendue du territoire national, des gens ont rendu l'âme. Ces gens avaient des enfants. Aujourd'hui, ces enfants, qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Alors que nous sommes dans un pays où on devrait avoir un système bien moulé qui puisse tout de suite venir en aide à ces enfants-là qui sont dans le besoin du fait des adultes. Et c'est ça surtout qui parfois qui me met hors de moi. Quand on se rend compte que c'est de notre faute en fait que ces enfants sont dans cette situation. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu, il y a quelques années, on a failli arrêter un leader d'opposition. Ça se passait à Zobo. Oui. Et cette nuit-là, jusqu'au lendemain, vous avez vu ce qui s'est passé? Ces jeunes-là qui ont organisé tout ce que vous avez vu tout le long, quittant Cotonou jusqu'à Calavi, vous avez des enfants parmi eux. Oui. Beaucoup d'enfants. Vous avez beaucoup d'enfants parmi eux qui ont des parents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On nous dira que nous dramatisons toujours, nous utilisons des termes ou des mots qui tendent à montrer que rien ne va, mais rien ne va véritablement. Rien ne va. Et comme je vous le disais tout à l'heure en coulisses, hier quand je réfléchissais à cette journée, je me suis posé la question de savoir, mais attendez, le jour où tous les partenaires techniques et financiers vont partir, vont se retirer du Bénin et de l'Afrique, qu'adviendrait-il? Que deviendrons-nous? Que deviendraient nos enfants? Et justement, vous vous posez cette question pour une bonne raison. Pour une bonne raison, parce que généralement, ce sont eux, ces partenaires-là, qui appuient nos États financièrement, matériellement, dans différents domaines pour apporter un soulagement aux populations que nous sommes ou que nous constituons. Mais vous vous rendez compte que parfois, même les ressources qui sont données ou qui sont libérées ne sont pas toujours bien gérées ou que certaines activités planifiées n'arrivent pas à être menées parce qu'on est pris par le temps ou alors parce que... le système, quelque peu, ne favorise pas justement l'implantation de ces différentes actions. Et donc, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On parle aujourd'hui... Vous savez que le mois de juin est par excellence le mois de l'enfant. Parce que dans quelques jours, nous allons commémorer la journée internationale dédiée aux enfants victimes ou porteurs d'albinisme. Et que le 16 juin prochain, nous allons parler de la journée internationale des droits de l'enfant. Oui. Autant de journées à célébrer dans ce mois de juin.
Et ça fait autant d'années justement que nous célébrons ces journées-là. Mais je pense que l'éducation aussi et la sensibilisation, telles que ça se passe chez nous, ne sont pas toujours de nature à rendre pérennes, à rendre permanents les changements que nous observons à petite échelle. Pourquoi? Parce que vous savez que la population, elle se régénère. Et quand vous êtes passé dans une commune ou dans un milieu pour informer les gens, pour les sensibiliser, rien ne vous rassure de ce que l'information va être transmise à la génération qui va venir. C'est ce qui fait qu'il est impérieux pour nous de maintenir un système permanent de sensibilisation et d'information. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, malgré tout ce qui se dit, tombent encore dans certains travers. La loi, elle est ce qu'elle est, ou les lois sont ce qu'elles sont. Elles existent d'ailleurs. Hein, elles existent. Elles sont bel et bien là. Si, elles sont là, mais quand les premières personnes qui sont au fronton de la République parfois ne donnent pas le bon exemple, les autres se disent, si lui fait ça, je peux me permettre aussi de faire ce que je veux. Cette journée, ma foi, finalement, elle est beaucoup plus triste qu'elle ne devrait l'être parce qu'en réalité, cela nous fait nous tourner un petit peu comme une creviste en arrière pour voir tout ce qui a été fait jusque-là. Et quand on essaie de se projeter dans l'avenir, on a quand même un petit peu de mal à voir comment les choses pourraient décoller. Alors, si vous avez aujourd'hui une exhortation à l'endroit de ces différents décideurs-là, ces personnes-là qui sont en mesure de faire quelque chose pour que les enfants profitent pleinement de leurs droits, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, je dirais que les enfants, ils ne sont pas l'avenir de nos nations, ils sont le présent de nos nations. Et pour que les enfants se portent mieux, ou pour que leurs droits soient mieux ou bien garantis, il faille que leurs parents soient dans de très bonnes conditions. Et donc, si les parents eux-mêmes n'ont pas les moyens, comment est-ce que ces parents peuvent offrir le manger quotidien à leurs enfants, peuvent les habiller, leur donner tout ce dont ils ont besoin? Je voudrais dire à nos dirigeants qu'ils gagneraient à prendre au sérieux la situation, parce que ne pas le faire, c'est s'exposer eux-mêmes. Parce que le jour où quelqu'un a dit que quand vous laissez les gens dans la précarité, quand vous laissez les gens, vous n'avez pas la volonté, et je le dis en toute responsabilité, quand vous n'avez pas la volonté de sortir les gens de leur léthargie, de leur ignorance, quand vous ne les laissez pas s'autonomiser, parce que vous voulez les maintenir dans un système de dépendance pour que chaque fois, à la veille de chaque joute électorale, vous puissiez venir et qu'elles soient obligées, ces personnes-là, de s'agenouiller, de prendre les miettes que vous donnez et de voter pour vous massivement. Il va arriver un jour où ces personnes, face à un ras-le-bol, vont vous tourner le dos. Et je ne donne pas cher de votre propos. Je vais dire que je fais mien vos propos parce que c'est assez touchant, c'est assez fort. Mais je vais simplement vous demander à présent votre mot de la fin, peut-être à l'endroit des parents. Alors, n'est pas parent qui veut, mais qui peut. J'ai l'habitude de dire qu'on assiste depuis quelques années à une certaine jouissance sans contrôle. On va au sexe, on s'amuse. Oui, aller au sexe, c'est un droit, mais attention, quand vous faites vos enfants, après on vous dit, non, c'est une erreur, je ne savais pas et tout. Mais vous créez des problèmes et vous créez des problèmes à l'État. Parce que ces enfants, plus tard, vous ne pouvez pas vous en occuper. Ils vont dans la rue et ils deviennent casse-tête pour nos chefs d'État, pour nos dirigeants. Et sachez que c'est une roue qui tourne. Les dirigeants ont leur devoir à faire ou à accomplir, mais vous et nous également, nous devons pouvoir être responsables de nos actes. Ne faites pas les enfants parce que votre sexe vous gratte. Ne faites pas les enfants parce que vous voyez une forme ronde ou une forme svelte qui bouge, qui cadence et qui vous titille dans votre âme. Ne faites pas les enfants juste parce que devant une femme vous bavez, vous vous agenouillez. Ne faites pas les enfants juste parce que l'impulsion ou la pulsion vous y guide. Faites les enfants parce que vous êtes prêts. Faites les enfants parce que vous avez les moyens de subvenir
à leurs besoins. Merci à vous, Miguel Creto. Merci, Natacha. Je ne trahirai aucun secret si je dis qu'on vous aime beaucoup par ici et que c'est toujours un plaisir. C'est un amour réciproque sur ce plateau. Alors aujourd'hui, chers amis, vous le savez, je vais vous le répéter, nous célébrons la Journée internationale des enfants victimes d'agression. Et cette journée, justement, est instaurée depuis le 4 juin 1982. J'espère que vous auriez bien compris tous les différents conseils donnés ici et que chacun, aux différents niveaux, prendra ses responsabilités. Ça fait pas mal d'années maintenant que nous parlons de cette journée. Rien véritablement ne semble bouger, mais nous osons espérer qu'à partir de maintenant, ceux qui peuvent permettre que les choses bougent et changent le feront. Merci à vous pour votre aimable attention. Cette émission se poursuit.